Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être là. On peut commencer la prochaine diapo. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai développé au niveau de la cheville, je vais vous parler un petit peu de ce que je faisais. En fait, au début, j'étais en fait chirurgien de l'épaule et je me suis beaucoup spécialisé dans l'arthroscopie de l'épaule. Diapo suivante. Et c'est en 2003 que j'ai commencé à m'intéresser aux pieds. Et on a fondé avec Olivier Lasnet et Christophe Delavigne un groupe de recherche et d'études en chirurgie mini-invasive du pied, dans lequel nous avons intégré ensuite Thomas Bauer. Et l'idée, ça avait été d'essayer de développer toutes les techniques qui permettaient d'avoir de la chirurgie moins invasive au niveau du pied et de la cheville. Et donc, on a exploré en fait deux parties. Il y a la chirurgie percutanée, qui a été développée essentiellement en Europe par les chirurgiens espagnols, que vous voyez là en haut à gauche. Vous voyez de gauche à droite Pao Golano, Mariano de Prado et Stéphanie Cham. Et en bas à droite, la troisième personne, c'est Nick Van Dyke, qui est le chirurgien que nous avions été voir en 2003 et avec lequel nous avions débuté en France toute cette arthroscopie, je dirais, un petit peu moderne de la cheville. Diapo suivante. Alors, en fait, j'ai commencé à réfléchir sur les comment faire pour essayer d'avoir des techniques qui permettaient de faire les ligamentoplasties sous arthroscopie. Et avec ce que j'ai appris au niveau de l'épaule, il y avait des instruments en fait chirurgicaux qui n'avaient pas été explorés au niveau de la cheville, qui sont des techniques d'épaule et qui ont permis aujourd'hui de mettre au point donc, ces techniques. Alors, on reviendra après sur les outils qu'il faut pour essayer de stabiliser les chevilles. Et en gros, vous avez deux sortes d'interventions. Vous avez les réparations et les reconstructions. Et aujourd'hui, on a donc des possibilités chirurgicales sous arthroscopie pour traiter les deux. Diapo suivante. Alors, quand vous avez des idées un petit peu nouvelles dans un secteur, il y a toujours des gens qui sont prêts à vous dire que ce que vous faites, c'est un peu fou. Et donc, il était important pour moi d'avoir une espèce de validation de groupe d'experts. Et c'est pour ça que j'ai créé en 2013 un groupe qui s'appelle l'Anknon Stability Group, qui se réunit maintenant tous les ans, qui est composé de tous les grands noms de la chirurgie de la cheville. Vous voyez ici à droite Yves Tourné, qui a beau travailler sur la Myolux, qui est un chirurgien de Grenoble. Et donc, d'une certaine façon, ce groupe d'experts a validé les techniques que je proposais, qui ne sont plus donc maintenant mes techniques, mais qui sont des techniques qui sont validées par des experts internationaux. Diapo suivante. Vous voyez, ce groupe est extrêmement bien représenté dans tout le monde, hein, en Asie, en Europe et aux États-Unis, en Amérique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il y a 21 membres actifs actuellement. Diapo suivante. C'est un groupe qui est énormément actif puisqu'on a publié 9 articles l'année dernière qui sont sortis dans le journal, notre journal de référence et que on organise un congrès. C'est le premier congrès où vous êtes tous invités d'ailleurs, c'est le 21 et le 22 septembre à Bordeaux. C'est un congrès qui va présenter en fait toutes les techniques qui ont été proposées sous arthroscopie pour traiter l'instabilité de cheville. Diapo suivante. Alors, quelques petits rappels sur l'entorse de cheville, je vais aller vite parce que peut-être que vous connaissez tous ça, mais c'est vraiment le sujet numéro un de la médecine du sport et de la traumatologie du sport. Il y en a une pour 10 000 habitants par jour en France. Ça représente 1 million d'euros par jour pour la sécurité sociale. Il y a un quart des entorses qui surviennent, ça représente un quart de tous les traumatismes, dont 50% surviennent pendant le sport. 40% des traumatismes chez les athlètes, 53% chez les basketteurs, 30% chez les footballeurs. C'est responsable de 12% des arrêts de jeu chez les footballeurs professionnels. 10% entraînent des entorses graves et il y a 30% qui deviennent chroniques. C'est-à-dire qu'une cheville, une entorse sur 3 est susceptible de récidiver.
c'est important de s'en occuper, c'est vraiment le sujet numéro 1 de la traumatologie du sport. Diapo suivante. Et donc, pourquoi aujourd'hui on s'en occupe? C'est pour pas arriver à ces situations dramatiques. C'est pas anodin ce que je vous montre là, c'est une arthrose qui est liée à une instabilité de cheville. On en voit encore beaucoup trop dans notre consultation de chirurgien parce qu'on ne les traite pas assez vite. Et on n'a pas la même attitude aujourd'hui devant une rupture de ligament au niveau du genou qu'une rupture de ligament au niveau de la cheville. Diapo suivante. Donc, vous savez tous que dans l'entorse grave qui est définie par la rupture des ligaments, d'abord ça atteint le ligament talofibulaire antérieur, puis après, si jamais il y a encore un peu plus d'énergie, ça atteint le ligament calcanéo-fibulaire. Il existe des fois des lésions seules du ligament calcanéo-fibulaire, mais la lésion la plus importante, c'est la rupture du ligament talofibulaire antérieur. C'est vraiment le ligament qui casse en premier. Qui définit, je vous rappelle, l'entorse grave de cheville. Diapo suivante. Alors, en cas d'entorse de cheville, c'est très important de rappeler que l'examen clinique a une spécificité, une sensibilité très importante. C'est-à-dire que si vous avez la triade hématome, tiroir antérieur, douleur à la palpation du ligament talofibulaire antérieur, vous n'avez pas besoin de faire d'échographie parce que vous êtes quasiment sûr qu'il s'agit là d'une entorse grave. Attention, je parle de l'examen clinique au 5e jour, bien évidemment, hein, c'est celui-là qui est important. L'échographie aussi, bien évidemment, est un très bon examen pour voir les ruptures. L'IRM est aussi un bon examen, mais probablement moins bon que l'échographie, plus difficile à mettre en place et n'a probablement pas son utilité suite à une rupture enfin une entorse grave. On n'a pas besoin de faire d'IRM, c'est plutôt des radiographies pour éliminer une fracture, l'examen clinique et si besoin une échographie, mais même une échographie c'est pas toujours utile. On sait ce qu'on va trouver s'il y a un hématome à l'intérieur et une douleur à la palpation du ligament talofibulaire antérieur. Diapo suivante. Donc le traitement dans les entorses de moyenne gravité, c'est l'immobilisation, l'aircast, quelques notions sur la phase de maturation qui a lieu jusqu'à 1 an, pardon. Qui impose des fois de garder la tête dans les activités à risque pendant la première année. Il faut savoir que l'immobilisation stricte ne doit pas être supérieure à 10 jours et qu'ensuite il est conseillé de mettre une aircast. Ça, ce sont des recommandations qui ont été faites suite à des études, à des méta-analyses de pas mal d'articles. Diapo suivante. Alors le problème dans le sport en général, c'est le problème chez les pros et chez les patients qui ont une forte demande sportive en général. Il y a peut-être une indication chirurgicale chez ces patients. Pourquoi? Parce que quand on opère ces patients en aigu, eh bien, on diminue l'instabilité objective, on diminue le risque de nouvel épisode. Et on pense que donc il y a a priori un intérêt à opérer les entorses graves avec rupture de ligament chez les sportifs de haut niveau. Dans ces cas-là, il faut les recommandations qui ont été écrites dans le KSST, dans le journal européen, c'est de l'adresser à un centre chirurgical spécialisé qui draine un gros volume de patients pour voir que l'athlète soit pris en charge de façon la plus efficace possible. Diapo suivante. Alors, le problème de l'instabilité chronique, ce qui nous intéresse, c'est de dépister en fait des patients qui souffrent parce qu'ils ont un ligament qui n'a pas cicatrisé. Et en fait, cette l'instabilité, c'est la sensation que la cheville n'est pas normale,
C'est ça la définition d'instabilité, hein. Ce n'est pas un signe de l'examen clinique, c'est un signe de l'interrogatoire. Et des fois, c'est difficile à préciser. Donc il faut bien interroger les patients pour savoir dépister cette instabilité et qui doit conduire à la recherche d'une lésion des ligaments. Diapo suivante. Alors, l'instabilité chronique de cheville, elle peut être due à une instabilité fonctionnelle, à une hyperlaxité, et là, il n'y a pas de rupture de ligament. Elle peut être aussi due à des troubles statiques, par exemple à des gastropnémiens courts. Et dans ces cas-là, bien évidemment, dans ces deux étiologies-là, il n'y a pas besoin de réparer le ligament. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dépister les instabilités mécaniques, c'est-à-dire des instabilités qui sont dues à la rupture du ligament. Et là, le chirurgien, bien évidemment, a un rôle, parce que si on a une instabilité qui est due à une rupture de ligament, il est logique de proposer une réparation. Diapo suivante. Alors, les diagnostics sont parfois difficiles, hein, c'est pas toujours évident de dépister cette instabilité, c'est moins précis qu'au genou. Il y a le tiroir antérieur et puis il y a le talar tilt test, hein, c'est donc essayer de luxer la cheville vers l'avant et puis de créer un varus forcé et puis de constater en fait un bâillement entre la partie latérale du talus et la malléole pour dépister cette instabilité. Diapo suivante. Alors dans le bilan radiographique, il y a ce qu'on appelle l'AMI-View qui sert en fait à dépister les conséquences de l'instabilité chronique et tout particulièrement de mettre en évidence les ostéophytes qui sont localisés dans la partie antéromédiale de la cheville. C'est un cliché un peu spécial donc, qui permet de dérouler cette partie. Vous voyez là à droite par exemple un patient. En bas, vous avez la radio de profil qui ne montre aucun ostéophyte. Et si on fait l'AMI View, c'est-à-dire le cliché qui est juste au-dessus, eh bien, on dépiste des ostéophytes qui sont dans la partie toute médiale de la cheville. L'échographie est très importante, hein, c'est là-dessus qu'on fait le diagnostic de rupture des ligaments. L'arthroscanner sert à préciser l'état de l'articulation et en particulier l'état du cartilage et les clichés dynamiques sont intéressants mais actuellement ils sont de moins en moins utilisés parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs et il est possible que ce ne soit pas aussi important que ça que de faire des clichés dynamiques. Diapo suivante. Alors, là, je voudrais m'arrêter un petit peu sur deux cas que j'ai vus en consultation pour vous illustrer un petit peu où on en est dans la médecine du sport, dans la prise en charge des ligaments. Voilà, ça c'est un patient A que j'ai vu avant les Jeux de Rio. C'était une athlète qui devait faire des Jeux de Rio en handball. Et c'est une patiente qui a fait une entorse, qui m'a été adressée pour une entorse de cheville, mais elle a eu la particularité que ses symptômes ont régressé assez rapidement en 48 heures. On a fait des examens qui montrent une instabilité, enfin une lésion très importante des ligaments de cheville. Et en fait, cette patiente, elle n'a pas fait une entorse, elle a juste fait un accident d'instabilité et elle n'a plus de ligaments. Ça fait depuis 15 ans qu'elle joue sans ligaments. Et bien évidemment, quand elle tombe dans certaines positions, malgré le fait que, comme c'est une athlète, elle arrive bien à contrôler sa cheville, et de temps en temps, elle ne la contrôle plus, et la cheville s'ouvre, et elle a des lésions qui sont très importantes. Aujourd'hui, on pense qu'il faut opérer ces patients parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne les opère pas. Si on opère les genoux, si on opère quelqu'un qui a une instabilité de genou, eh bien, on doit opérer quelqu'un qui a une instabilité de cheville qui est liée à des ruptures de ligaments. Diapo suivante. Ça, c'est une autre patiente qui a fait aussi les
les JO et qui a été aussi étiqueté en torse et qui présente le même problème, c'est une instabilité chronique qui date de plus de 10 ans et à force de faire enfin, on pense que c'est à chaque fois on dit que c'est un épisode d'entorse, mais il n'y a pas de rupture de ligament en fait dans cet épisode, c'est juste une patiente qui fait un accident d'instabilité et qui devrait avoir une réparation des ligaments, parce que si on ne lui fait pas ça, ben, peut-être qu'un jour on sera obligé de lui faire une arthrodèse parce qu'elle aura une cheville qui sera totalement arthrosique. Hein. Je vous dis ça parce que on en fait énormément et qu'aujourd'hui, dans la consultation de chirurgie du sport, quand on est spécialisé de la cheville, eh bien, on fait beaucoup plus d'arthrose, beaucoup plus d'arthrodèse que nos collègues du genou qui traitent les ligaments croisés de façon plus systématique. Hein. C'est passé dans les mœurs maintenant. Hein. Quand on a un croisé antérieur de cassé, on se fait opérer, mais quand c'est une cheville, eh ben, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que c'est pas, on traite ça pas par de la chirurgie, on fait de la rééducation et puis on voit comme ça des athlètes qui ont 10 ans ou 15 ans de carrière et qui ont des instabilités incroyables. Hein. Dans le sport de haut niveau, par exemple dans le handball, vous pouvez jouer au handball avec une aircast, hein, une immobilisation de la cheville, mais vous n'avez pas le droit de jouer avec une immobilisation de genou. C'est bien que c'est rentré dans les mœurs, le fait que quand on a un croisé, on se fait opérer, mais quand c'est la cheville, ben, c'est moins grave. On dit que c'est moins grave, on dit qu'on peut avoir une attelle. Et ça aboutit souvent à des catastrophes, pas tout de suite, mais à long terme. Diapo suivante. Voilà donc toujours le patient B avec les examens qui vous montrent cette instabilité chronique très importante qui mériterait bien une chirurgie avant d'arriver trop tard. Diapo suivante. Alors, donc pour la chirurgie, donc, comme je vous l'avais dit, elle est d'emblée, on peut d'emblée la proposer chez des patients qui font des sports de compétition en cas d'entorse grave. Et elle est indiquée dans une instabilité d'origine mécanique, c'est-à-dire quand un patient présente une instabilité qui a une rupture de ligament, il est logique de lui proposer, comme on propose au genou, une ligamentoplastie de cheville. Diapo suivante. Alors, pourquoi faire de l'arthroscopie? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, premièrement, pour traiter les lésions associées, qui sont très nombreuses et très fréquentes dans l'instabilité de cheville, il est aujourd'hui consensuel de proposer l'arthroscopie. C'est-à-dire que quand on veut traiter une lésion cartilagineuse, quand on veut traiter un conflit, eh bien, il est admis par la grande majorité des chirurgiens que l'arthroscopie, c'est le gold standard. Après, il faut savoir que l'arthroscopie, ça divise par 10 à peu près le pourcentage de complications. Rajoutez à ça que la chirurgie de la cheville est 3 fois plus risquée que toutes les chirurgies autres, c'est-à-dire la chirurgie du genou, la chirurgie de l'épaule. Quand vous traitez une cheville et quand vous l'ouvrez, vous avez 3 fois plus de risque d'avoir une infection, d'avoir un problème de cicatrisation qu'une épaule. Donc là, peut-être qu'à la cheville, plus qu'ailleurs encore, c'est important de faire les interventions sous arthroscopie. L'autre point, c'est la visualisation des lésions. Et l'histoire de l'arthroscopie nous montre qu'à chaque fois qu'on a mis un arthroscope dans une articulation, on a compris des choses. Ça a été comme ça au genou, ça a été comme ça à la cheville, à l'épaule, et c'est en train d'être comme ça à la cheville. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre des lésions qu'on ne comprenait pas bien avec l'IRM ou l'échographie, et le fait de voir sous arthroscopie nous apprend des choses. Ensuite, quand on a les instruments pour faire la même chose qu'à ciel ouvert, eh ben, il n'y a plus du tout de raison d'ouvrir. C'est-à-dire que si vous avez une intervention qui est moins dangereuse parce qu'elle est faite par chirurgie invasive, il n'y a plus de raison d'ouvrir. Et donc aujourd'hui, personnellement, je traite toutes les chevilles, toutes les ligaments, toutes les instabilités de cheville sous arthroscopie. Je n'ai plus besoin d'ouvrir une cheville.
Diapositive suivante. Alors, le traitement chirurgical dans l'instabilité de cheville. Alors des fois c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'il y a eu des tas d'interventions qui ont été proposées qui donnent plus ou moins des bons résultats, mais on peut classer ces interventions en trois parties. D'abord ce qu'on appelle les reconstructions non anatomiques, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'intervention de Lemaire pour le genou, c'est-à-dire que l'on va essayer de lutter contre l'ouverture de la cheville en externe en mettant une espèce de haubans, en déroutant un tendon. Alors en France, ça s'appelle l'intervention de Castin, à l'étranger, c'est l'intervention de Evans. Et ces interventions-là, en fait, si vous voulez, elles donnent les mêmes résultats que le maire au genou, c'est-à-dire que les patients, ils sont très contents pendant les premières années, c'est-à-dire que vous faites ça à un sportif de haut niveau, il est super content, il peut finir sa carrière, il est très très heureux. Et les problèmes, en fait, surviennent 10 ans après, et là, à 10 ans, il n'y a plus qu'un tiers des patients qui sont contents. Et c'est dramatique, parce qu'il peut y avoir des grosses lésions cartilagineuses à long terme qui font que ces interventions-là, aujourd'hui, sont abandonnées. Diapo suivante, je pense que ça va être... voilà, juste ça. Et donc il reste aujourd'hui deux solutions. C'est premièrement la réparation, vous voyez, c'est la petite image en haut, où là on va réparer le ligament, et comme le ligament n'est pas assez solide, on va le renforcer avec le rétinaculum. Vous voyez que c'est le tissu blanc là, qui est pris dans une petite encre, c'est le renfort. Ça c'est quand il reste un petit peu de ligament. Et puis vous avez la reconstruction, où là, on va prendre un greffon, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, comme au niveau du genou, pour traiter le croisé antérieur, on va prendre un tendon, d'ailleurs ça va être le gracilis, le droit interne, et on va reconstruire les ligaments avec ce tendon en faisant des tunnels osseux. Diapo suivante. Donc, encore, on clique encore, voilà. Donc les techniques sous arthroscopie, ce qu'on est capable de faire et ce qui a été publié, c'est une dissection sous arthroscopie et la suture sous arthroscopie. C'est ce qu'on appelle le brostrom, ça c'est la suture du ligament talofibulaire antérieur et du ligament calcanéofibulaire. Ça c'est ce qui a été publié. Après, pour le renforcement, qui a priori est important, il y a des auteurs qui proposent rien, il y en a d'autres qui proposent de faire un petit abord pour aller chercher le ligament, le réticulaculum, qui est pas dans l'articulation, qui est en dehors de l'articulation, et il y en a d'autres qui font ça en percutaine. Diapo suivante. Ce que j'ai essayé de réaliser, enfin de décrire pour ma part, c'est en fait c'est ce qui avait été décrit à ciel ouvert, c'est-à-dire la suture du ligament et le renfort du rétinaculum, et j'ai essayé de décrire une méthode qui permet de faire tout ça sous arthroscopie. Et ça, c'est dû aux techniques, c'est un petit peu dérivé des techniques qu'on apprend à l'épaule. C'est-à-dire que quand on fait de la chirurgie de l'épaule, on apprend à travailler en dehors de l'articulation. Quand vous travaillez en dehors de l'articulation, quand vous mettez votre caméra sur la face latérale de la cheville, en dehors de l'articulation, vous pouvez avoir la même vision que quand vous ouvrez et faire la même intervention. Diapo suivante. Alors ça, c'est l'installation du patient. Donc, vous voyez, il faut qu'il puisse être la cheville en rotation externe, puis la cheville en rotation interne, parce qu'on va d'abord opérer sur la face antérieure de la cheville, puis après sur la face latérale. Diapo suivante. Ça, c'est la voie d'abord antéro-latérale. Vous voyez ici le scope qui est dans la partie médiale du pied, et on s'apprête ici à faire la voie antéro-latérale. Diapo suivante. Voilà l'image que l'on voit sous arthroscopie. Là, vous avez la face latérale de l'articulation de la cheville, avec au fond la malléole, et à droite la face latérale du talus. Diapo suivante. Donc voilà un petit film qui explique
l'intervention. Alors, vous voyez ici la réalisation de la voie d'abord numéro 1, c'est-à-dire la voie d'abord antéromédiale, dans laquelle on va mettre l'arthroscope, qui est un arthroscope de 4 mm, normal. Et vous voyez ici la voie d'abord numéro 2, qui va être faite dans la gouttière latérale de la cheville. Et on palpe, on fait une inspection totale. Donc là, ici, au-dessus, vous avez la malléole, avec le cartilage. Vous remontez, ça c'est le ligament tibiofibulaire. Vous avez la lésion ici, la lésion de Bankart avec une désinsertion du ligament talofibulaire antérieur. Le bord latéral du talus, la partie antérieure du talus avec une zone où il n'y a pas de cartilage ici. Et juste en dessous de cette zone, vous avez l'insertion du ligament talofibulaire antérieur qui est ici et conservé. Donc après, on dissèque entre la capsule et le ligament talofibulaire antérieur. Vous voyez ici, c'est la dissection avec la petite artère qu'on peut même conserver ici lors de la dissection. Et puis la dissection complète du ligament talofibulaire antérieur qui va donc être complètement isolé, comme à ciel ouvert exactement. Ensuite, après, on a une préparation de la malléole latérale parce qu'il faut bien penser qu'il faut qu'il y ait une union biologique et que c'est pour qu'il y ait cette union biologique qu'on prépare cette malléole latérale. Vous voyez ici une encre. On va passer dans ce ligament qui a été préparé, le fil, qui va passer en boucle afin de, vous voyez, ça c'est une petite astuce qui permet d'augmenter la solidité de la suture. Vous voyez ici la boucle, et on repasse la suture dans la boucle, et cette boucle va permettre d'encercler le ligament que l'on veut suturer. Et ici la boucle qui vient prendre tout le ligament, et le nœud que l'on va faire pour suturer le ligament exactement comme ce que l'on ferait si on le faisait à ciel ouvert. Alors là, ici, à partir de ce moment-là, on n'a fait que la réparation du ligament. Et donc, comme je vous l'avais dit au début, étant donné la qualité des ligaments, il faut absolument renforcer. Ça, tout le monde est d'accord pour dire ça, quasiment. Et il faut donc rajouter du tissu parce que le ligament qu'on va suturer n'est la plupart du temps pas assez solide pour tenir tout. Donc là, nous sommes à l'extérieur de l'articulation. Vous voyez, je rentre le crochet dans l'articulation. Vous voyez la malléole ici préparée, la face latérale du talus, la suture qu'on a faite avant, et on ressort. Vous voyez, on est au-dessus. Et là, à droite, vous voyez ici, complètement préparé, le rétinaculum, prêt à être suturé, exactement, on est exactement dans les mêmes conditions qu'à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on a complètement tout préparé. Alors là, maintenant, on va mettre une encre, que l'on passe dans le rétinaculum. Alors ça nous rappelle la chirurgie de la coiffe des rotateurs, hein, c'est exactement les mêmes gestes, c'est-à-dire qu'on passe les sutures dans le rétinaculum. Vous voyez ici qu'on va mettre 2 encres. Donc on va avoir 4 sutures qui vont passer dans le rétinaculum et qu'on va donc on va suturer un fil avec un autre fil et on va tirer sur les autres. C'est une des techniques qui permet de replaquer le rétinaculum contre la malléole. Vous voyez ici le nœud qui est fait à l'extérieur de l'articulation. On coupe, on tire sur les autres fils. Vous voyez le nœud qui vient se plaquer, vient plaquer donc le rétinaculum contre la malléole. Voilà, on finit le plaquage en faisant le deuxième nœud. Voici le deuxième nœud et vous allez pouvoir voir l'aspect final. C'est exactement le même aspect que l'on a quand on ouvre, quand on fait une chirurgie à ciel ouvert. Vous voyez ici, on va couper le fil. Et vous voyez ici donc l'aspect avec, à votre droite, vous voyez le tissu de rétinaculum qui est suturé contre la malléole, comme cela doit être dans la technique. Donc ça, c'est donc la technique de réparation. Et donc là, maintenant, vous voyez dans ces patients, vous voyez ici, c'est un patient c'est un autre patient, et là, vous voyez la malléole latérale, et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ligament, et si on va dans le fond, vous avez les tendons fibulaires, c'est-à-dire que la gouttière externe est totalement vide, il n'y a plus de ligament du tout. Donc là, il faut trouver une solution pour ces patients. Diapo suivante.
Et donc la solution, c'est de reconstruire les ligaments tout en se basant sur l'anatomie. Vous voyez à gauche, en fait, ça c'est une dissection de Pao Godano qui montre le ligament talofibulaire antérieur et le ligament calcanéo-fibulaire, et il faut absolument essayer de reconstruire ça le plus près possible de l'anatomie. Vous voyez ici des dissections qu'on a faites au laboratoire d'anatomie, des essais qu'on a fait sous arthroscopie qui montrent que c'est à peu près, que le ligament est placé au même endroit que les ligaments natifs. Diapo suivante. Donc voilà un petit film qui vous présente la technique de reconstruction du ligament, des ligaments latérales, hein, du ligament talofibulaire antérieur et du ligament calcanéo-fibulaire. Donc on commence toujours de la même façon, on met l'arthroscope par la voie d'abord antéromédiale dans la gouttière externe qu'on positionne, on fait une voie d'abord latérale, on prépare la face latérale de la cheville, on enlève le tissu souvent cicatriciel, et puis l'intervention elle consiste à aller faire 3 tunnels et de mettre une greffe qui part dans ces 3 tunnels. Donc on doit faire une autre voie d'abord, hein, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'articulation, aller sur la face latérale. C'est le concept d'endoscopie latérale de la cheville. Et donc vous voyez, on va chercher sur la face latérale du calcanéum l'insertion du ligament calcanéo-fibulaire. On fait un tunnel osseux, exactement comme quand on fait un croisé. On fait la même chose sur la malléole, c'est-à-dire qu'à l'endroit où les ligaments sont, on fait un tunnel, pareil, et puis on fait un dernier tunnel au niveau du talus, à l'endroit où il y a l'insertion du ligament talofibulaire antérieur, après avoir fini la préparation. Donc ça, c'est là, voilà le dernier tunnel. Et puis, dans ces 3 tunnels, on va monter une greffe qu'on a pris au niveau du genou. On va monter la greffe. On a d'abord, enfin ça c'était quelque chose qu'on faisait avant, on a changé de technique, mais peu importe, ça vous montre le principe. C'est-à-dire qu'on monte la greffe dans le tunnel osseux, dans le tunnel malléolaire, puis après il y a une partie de la greffe qui va servir à remplacer le ligament calcanéo-fibulaire qui avait été bloqué par une vis d'interférence, et puis une autre partie de la greffe qui va remplacer le ligament talofibulaire antérieur qui aussi est bloqué par une vis d'interférence. Donc voilà l'aspect final de la plastie ligamentaire. Vous voyez donc qu'on aboutit à une ligamentoplastie qui dans la philosophie est très proche des réparations du ligament croisé antérieur au niveau du genou. Voilà, donc c'est en essayant de se rapprocher le plus de l'anatomie. C'est le but. Diapo suivante. Ça, c'est pour vous montrer, vous avez ici la soutalienne avec le ligament, la greffe dans le tunnel calcanéen, et vous voyez ici la mise en place de la vis calcanéenne. Et donc, si vous faites attention, vous avez à gauche les péronés, à droite l'articulation soutalienne, et vous avez la vis qui va disparaître dans le tunnel calcanéen. Et voici ici, là, on remonte, on montre la greffe qui est là, c'est le tunnel malléolaire. Et ici, c'est la greffe talofibulaire antérieure, vous voyez ici, les deux aspects, avec à droite celle qui part vers le talofibulaire antérieur et à gauche la greffe qui part vers le calcanéum, c'est la greffe calcanéo-fibulaire. Donc conclusion, c'est une technique qui demande de l'habitude, hein, c'est comme tout, il faut avoir fait un petit peu d'arthroscopie, puis avoir été au laboratoire d'anatomie pour faire ça, mais c'est reproductible. Les premières publications n'ont pas montré de complications majeures, a priori les complications sont plutôt en diminution, et on a au moins les mêmes résultats, mais on attend maintenant les résultats à 2 ans qui vont être publiés dans les 6 mois qui vont venir. Parce que c'est une technique qu'on a commencé donc en 2013, et donc après il y a une période où il y a eu un peu de mise au point, et là on va donc présenter les résultats à 2 ans.
Diapo suivante. Voilà, je vous remercie. Quelques mots de principe de la rééducation après la ligamentoplastie de cheville. Alors, je vais vous parler ici de principe et de la vision du chirurgien. Bien évidemment, enfin, je ne parlerai pas de la Myolux, de la chaussure Myolux, hein, parce que je ne suis pas pour le moment un spécialiste. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui va changer la rééducation. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'abord, c'est de ne pas oublier les principes qui vont guider cette rééducation. Alors d'abord, l'inflammation. C'est la première phase. Elle est présente pendant les 15 premiers jours. Et il faut savoir que cette inflammation, elle est pour nous, chirurgiens, on la voit un peu comme un ennemi puisqu'elle augmente le risque d'infection. Et c'est pour ça que pour beaucoup de chirurgiens, elle justifie une immobilisation pendant 15 jours pendant la fixation primaire. Diapo suivante. Alors, il ne faut pas oublier l'anatomie histologique, ce qu'on essaye de restaurer. Hein, ce qu'on essaye de restaurer, c'est une interface entre l'os et le ligament. L'os qui est rigide, puis après le fibrocartilage qui est minéralisé, le fibrocartilage non minéralisé, le ligament qui est élastique, et puis tout ça, il y a des degrés d'élasticité qui sont différents, qui diminuent jusqu'à l'os et qui sont très importantes à restaurer pour pouvoir restaurer les propriétés d'absorption des chocs. Donc ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Hein. C'est très important d'essayer de restaurer l'histologie et la diminution ou l'augmentation d'élasticité de l'os au ligament. Diapo suivante. Alors, il y a un équilibre à trouver. Hein, aujourd'hui, on essaye de lâcher du lest un petit peu sur l'immobilisation, parce que les chirurgiens, au début, ils aimaient bien immobiliser, mais on s'est aperçu que ce n'était pas forcément bon. Hein. Il faut essayer de trouver un équilibre entre la stimulation et la pas la stimulation, en sachant que trop de stimulation, ça peut endommager la réparation, mais pas assez de stimulation, ça peut endommager la maturation cellulaire et justement la maturation dont je viens de parler. Diapo suivante. Donc il ne faut pas oublier que aussi les deux principes de la rééducation, donc c'est d'abord le retour à la fonction normale, puis le retour à l'activité sportive normale. Diapo suivante. Et donc c'est avec les deux idées qui s'opposent, hein, l'immobilisation, non-appui, ça protège la chirurgie, et la mobilisation avec appui autorisé qui évite la raideur et la sidération musculaire. Diapo suivante. Donc là, comme je vous ai dit, la tendance actuelle, c'est d'essayer de rééduquer précocement avec un appui afin de lutter contre l'algodystrophie, l'atrophie musculaire et la déprogrammation neuromusculaire ainsi que les phlébites. Alors aujourd'hui, si on interroge les experts de l'Oncology Stability Group, le consensus semblerait se faire sur une période de 15 jours où on n'appuie pas et où on immobilise les patients, et après une période de 4 semaines où on commence la rééducation simplement en flexion dorsale et en flexion plantaire, et puis après, à partir de la 6e semaine, on peut commencer le varus valgus. Ça, c'est le consensus aujourd'hui. La tendance serait d'assouplir un peu l'immobilisation et en essayant de faire, par exemple, appuyer les patients dès le début, et puis peut-être diminuer l'immobilisation dans des attelles. Diapo suivante. Des questions? Point d'interrogation. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Alors, on a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Tout d'abord, Aline qui nous demande, chez un patient qui sollicite beaucoup sa cheville par son métier, un militaire par exemple, est-ce que ces opérations de ligamenteux seraient préconisées également? Alors, il faut rester simple, il ne faut pas compliquer les choses. Si le patient présente une instabilité, s'il souffre d'une instabilité de cheville, et si on trouve des ligaments qui sont rompus, il faut lui proposer une intervention chirurgicale, parce que si on ne lui propose pas, ce patient, il va évoluer vers une arthrose, vers une dégradation de l'articulation.
C'est vraiment, c'est Ronnie Lopez qui dit ça très bien. Faut être simple, faut être comme au genou, c'est-à-dire il y a des symptômes, il y a des lésions anatomiques, et ben, on propose un traitement pour réparer ces lésions anatomiques qui entraînent les symptômes. Adrien qui nous demande pourquoi prendre le gracile pour la greffe et pourquoi pas le fibulaire. Alors, il y a eu beaucoup de publications sur quel tendon prendre pour faire une reconstruction des ligaments de la cheville. Il y a d'abord des gens qui ont proposé le plantaris, le plantaire grêle, il y en a d'autres qui ont proposé les muscles de la patte doigt, il y en a d'autres qui ont proposé les tendons fibulaires. Alors, les tendons fibulaires, il ne faut sûrement pas les prendre, premièrement parce qu'ils n'ont pas des bonnes propriétés mécaniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément assez solides pour tenir la cheville, et deuxièmement parce qu'ils ont un rôle stabilisateur et que c'est pas très très bon d'aller enlever un stabilisateur dynamique de cette cheville qui est déjà instable. Le plantaire grêle, c'est un tendon qui est difficile à prendre, hein, le prélèvement est beaucoup plus morbide. Donc il reste donc le droit interne. Et le droit interne, c'est un tendon qui n'est pas aujourd'hui qui est conservé par les chirurgiens qui font du croisé antérieur, parce qu'ils prennent plutôt maintenant avec les greffes courtes, on prend qu'un seul tendon et on prend l'autre. Donc en fait, ça va très bien, c'est-à-dire qu'on a un tendon pour faire la cheville et un tendon pour faire le genou, et ça va devenir un peu, les muscles de la patte doigt vont devenir un peu la crête iliaque des tendons. C'est là où on va se servir quand on aura besoin de tendons a priori dans l'avenir. Aline demande quel est le risque de raideur à long terme? En post-opératoire, le néoligament peut-il être trop tendu? Alors, le problème de la ligamentoplastie de cheville que vous avez dû expérimenter en tant que kiné, c'est qu'évidemment, quand on faisait des ligamentoplasties qui n'étaient pas anatomiques, on avait beaucoup plus de raideur, hein. Enfin, on avait des problèmes de raideur, c'est-à-dire que le chirurgien était content quand le malade il était coincé, il était bloqué. Il faut savoir que nous, enfin, avec la chirurgie qu'on propose, on essaye justement d'éviter cette raideur. Et je pense aujourd'hui, alors c'est difficile de le prouver, on ne l'a pas prouvé, mais a priori, si vous voulez, on a l'impression quand même que la ligamentoplastie sous arthroscopie, que ce soit de Brostrom-Gould ou de ligamentoplastie de reconstruction, c'est la méthode chirurgicale susceptible d'entraîner le moins de raideur possible. Je vous rappelle simplement qu'une chose, c'est que le malade qui ne se fait pas opérer et qui présente une arthrose dans l'avenir, il a beaucoup plus de chances d'avoir une raideur de cheville importante que celui qui se fait opérer. Mehdi nous demande toutes les laxités ont comme conséquence une arthrose de la cheville? Point d'interrogation. A priori, oui. Si elles sont symptomatiques, ça évolue inéluctablement. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, les chirurgiens de la cheville spécialisés, on n'a pas les mêmes malades que nos collègues qui font du croisé antérieur, parce que on opère les croisés et puis on n'opère pas les chevilles. Et je ne sais pas si tous vont faire des entorses, mais je crois que, si vous voulez, ça semble logique de proposer une réparation des ligaments à un patient qui a une instabilité et qui présente des lésions du ligament. Si vous ne faites pas ça, vous avez de grandes chances d'avoir effectivement une arthrose. Ensuite, on nous demande est-ce que l'évolution de l'histologie est la même que pour la ligamentoplastie du genou? Alors, la ligamentisation de la cheville, enfin, la ligamentoplastie, la ligamentisation de la reconstruction est la même. Et la biologie est la même. Pour le Brostrom, c'est plutôt le Bancart, le modèle. C'est plutôt ce qu'on fait quand on répare une épaule. Mais pour ce qui est de la greffe tendineuse, effectivement, c'est probablement la même biologie que celle du genou. C'est-à-dire que ça pose un problème parce qu'en termes de rééducation, ça veut dire qu'on multiplie par deux. C'est-à-dire si on fait un Brostrom, on en a pour 3 mois, et si on fait une reconstruction anatomique, on en a plutôt pour 6 mois. Yannick nous demande est-ce qu'il y a une chirurgie associée à la ligamentoplastie lors d'un varus calcanéen?
ostéotomie Alors, calcanéenne. oui, alors ça c'est une question très importante, hein. C'est vrai que j'en ai parlé au début, c'est-à-dire qu'il faut, avant d'opérer une instabilité, il faut voir les facteurs favorisants. Et un varus de l'arrière-pied, c'est un facteur favorisant et ça peut entrer. Et il faut bien évidemment commencer par corriger le varus de l'arrière-pied en faisant une ostéotomie de translation du calcanéum. Et des fois, ça suffit. C'est-à-dire que moi, il m'arrive, je propose toujours une translation externe du calcanéum chez les patients qui ont un gros varus. Et puis après, des fois, il y en a qui sont stables. Et même s'ils ont des lésions du ligament, ben, on le laisse, on les opère pas. Je vous rappelle qu'on n'opère pas quelqu'un qui a un ligament qui est cassé, mais on opère quelqu'un qui a une symptomatologie d'instabilité. Donc si on fait une ostéotomie du calcanéum et qu'on a un patient qui n'a plus de symptomatologie, on s'arrête là. Et s'il continue à avoir une instabilité, à ce moment-là, on lui propose la ligamentoplastie. Alex, quel est le délai de consolidation du greffon avant de commencer l'exercice de proprioception? Alors, on a un peu je vous conseille d'aller voir le protocole que l'on a fait avec Alexandre Creuset, qui est disponible sur Internet, sur ma chaîne YouTube, où là, il y a toutes les recommandations que l'on fait aujourd'hui. C'est un protocole qui a été discuté avec les médecins rééducateurs de Cap-Breton et puis Alexandre Creuset, qui est le médecin rééducateur qui travaille avec nous, et les kinésithérapeutes et toute l'équipe des kinés de la clinique du sport, Maurice Magnan, Pierre, enfin toute l'équipe. Et donc pour ce qui est du travail propos de la proprioception, je ne me rappelle plus ce qui avait été dit précisément, mais je pense qu'il doit travailler aux alentours du 3e mois. Bruno, pour les entorses avec rupture du LTFA, pourquoi on fait l'immobilisation puisqu'il ne va pas se cicatriser? Ah non, alors c'est pas tout à fait vrai. Vous avez pas... Il y en a 2 sur 3 qui cicatrisent. Il y en a 1 sur 3 qui ne cicatrise pas. Attention, hein, je parle de, comment dire, de premier épisode. Hein. C'est-à-dire que si un patient qui a un premier épisode d'entorse, il a une chance sur 3 de récidiver. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui cicatrisent, ça vaut quand même le coup d'essayer. Ça vaut plus le coup que de proposer un traitement d'immobilisation pour une épaule, par exemple. Johan, pourquoi trouve-t-on 3 fois plus de complications lors de la chirurgie ouverte de cheville par rapport à un genou ou une épaule? Et parce que la chirurgie, c'est une articulation qui est très peu protégée par les muscles autour. La peau est très fine et vous avez à peu près quelques millimètres, enfin 3 ou 4 millimètres sur la partie externe entre la peau et les surfaces cartilagineuses. Et c'est pour ça que ça la rend faible. Tout ça, c'est le fait que ce soit très très peu protégé par les parties molles, par les muscles et tout. Johan, pardon, Patrice, que devient le gracile après le prélèvement du tendon? Ah bah, le muscle gracilis, il y a des fois, il y a un tendon qui se régénère. On a fait beaucoup de travaux là-dessus. A priori, ça n'entraîne pas de dysfonctionnement majeur du genou ou de la fonction, même chez un sportif de haut niveau. C'est le tendon, a priori, qui pose le moins de problèmes. Je ne dis pas que c'est bien, hein, ça serait bien. Il y a des gens qui travaillent sur essayer de faire autre chose, hein, de proposer des greffes, des allogreffes ou des greffes de culture cellulaire, mais pour le moment, c'est celui qui pose le moins de problèmes. Ensuite, quelle attitude sur les petits arrachements osseux de la maillot externe au niveau du faisceau moyen? Et une question sur l'immobilisation, nous parle Yannick. Les attitudes? Bah, quand on a un petit arrachement osseux, d'abord, il faut être sûr que ce soit un petit arrachement osseux, que ce ne soit pas un ossicule, mais généralement, c'est un arrachement. Il y a 3 formes de lésions visibles sur les radios qui peuvent
être pris pour un arrachement osseux. Il y a l'arrachement osseux lui-même, il y a l'ossicule, l'os surnuméraire, et il y a l'ossification métaplasique, c'est-à-dire que c'est des ligaments qui sont dégénérés et qui s'ossifient. Il faut savoir un petit peu faire le tri entre tout ça. Bon, évidemment, quand c'est un arrachement osseux, ben, l'immobilisation, à mon avis, est plus indiquée et elle permettra peut-être de recoller et de guérir la situation. Hein. Il faut savoir qu'il faut toujours penser aux ligaments qui s'insèrent sur ce petit arrachement osseux. Après, si vous voulez, en gros, on a des critères chirurgicaux et quand l'arrachement osseux est chronique et qu'il est supérieur à 1 cm, eh bien, on sait que on ne peut plus faire de réparation, on est obligé de passer à une reconstruction. Ça, c'est important à savoir. Mais pour vous, en aigu, d'abord, premièrement, il faut, quand on a un patient et quand on voit une petite image comme ça osseuse, il faut toujours se poser la question si ça vient d'arriver ou si c'était pas là avant. C'est très important parce que l'attitude n'est pas la même. Hervé, au niveau de la rééducation, quand est-ce qu'on peut commencer les sauts et tout ce qui est course à pied? Alors là, c'est pareil, je vous demanderai d'aller revoir le protocole de rééducation qui a été décrit par Alexandre Creuset, et que je n'ai pas appris complètement par cœur parce qu'on vient juste de le finir et j'ai peur de vous dire des bêtises. Je préfère que vous alliez revoir les recommandations que l'on fait sur ce protocole. Patrice, après l'opération, est-ce qu'un sportif de haut niveau peut rejouer en ayant une cheville aussi stable qu'une cheville saine? Bah, il y a intérêt, hein, sinon c'est un échec de l'opération. C'est heureusement que ça marche quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 90% de chances qu'un sportif de haut niveau reprenne au même niveau son activité. Alors plus on attend, il faut savoir que plus on attend, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui les résultats de la ligamentoplastie de cheville aussi, ils sont moins bons parce que on attend trop. C'est-à-dire que quand vous opérez un patient au genou 2 mois après sa rupture de croisée, ben, c'est pas pareil que quand vous opérez quelqu'un qui a une instabilité depuis 10 ans. Donc un sportif de haut niveau, ben, il aura un meilleur résultat si on opère son instabilité tout de suite que si on attend 10 ans avant de l'opérer. Mais ça donne normalement des bons résultats. Hein. Ensuite, on a Aline qui nous demande la symptomatologie d'instabilité correspond-elle au tiroir antérieur? Alors oui, ça correspond au tiroir antérieur, mais aussi à l'ouverture. Alors ça, il faut mettre son pouce sur la face latérale du talus. Et quand vous avez des grosses instabilités et qu'il n'y a plus du tout de ligament talo-fibulaire antérieur, vous êtes capable de sentir le bâillement entre la face latérale du talus et la malléole. Et des fois, vous arrivez même à rentrer un petit peu votre pouce entre la malléole et le talus. C'est très très impressionnant des fois. Il faut savoir faire ça et puis si le diagnostic est incertain, on a la possibilité d'avoir une échographie et je pense que l'échographie est petit à petit en train de rentrer dans les mœurs de tout le monde et particulièrement dans l'examen clinique et c'est une très très bonne aide pour faire le tri de ces lésions au niveau de la cheville. Et puis Alex qui nous demande, pour sélectionner un patient pour cette opération, est-ce que vous utilisez une échelle fonctionnelle pour détecter l'instabilité? On n'utilise pas d'échelle fonctionnelle, mais on lui pose des questions. C'est-à-dire que un patient on n'opère que les patients qui souffrent d'instabilité. C'est des patients qui ont une appréhension et qui ont une lésion du ligament. Hein, mais on utilise des scores fonctionnels pour l'opération et pour du résultat aussi. Hein, mais en fait, l'instabilité, elle se dépiste par l'examen clinique, par l'interrogatoire, par les examens complémentaires. Et les patients qu'on opère, encore une fois, c'est ceux qui souffrent d'une instabilité
et qui ont une lésion au niveau des examens complémentaires. Retrouvés au niveau des examens complémentaires. Voilà, a priori on a fait le tour des questions. Je pense que c'est bon, oui, il n'y en a plus qui arrivent. Donc je vous rappelle simplement que le webinaire a été enregistré, puisque, je dis ça parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont arrivés en cours de route. Vous aurez à disposition le support et la vidéo, et puis vous avez également l'agenda qui va arriver pour mars-avril d'ici la fin de semaine, très probablement. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, encore nombreux ce soir, et puis surtout à remercier Dr Guillot pour sa présentation. Voilà, si vous voulez clore le débat. Eh bien, je vous remercie à tous et j'espère que vous diffuserez le fait qu'il faut s'intéresser à la cheville. Hein. Les chirurgiens, pendant des années, ils ne se sont pas beaucoup intéressés à la cheville, en particulier les chirurgiens du sport. Il y avait, quand on était chirurgien du sport, on était chirurgien du genou, mais pas de la cheville. Sachez que ce n'est plus le cas, qu'on prend la cheville très au sérieux et que c'est une articulation comme les autres qui doit avoir les mêmes soins. Alors, s'il y a besoin d'opérer, on opère. S'il n'y a pas besoin d'opérer, on n'opère pas, hein, bien évidemment, mais quand il y a des ligaments qui sont cassés et qu'il y a une instabilité, si on pense qu'il faut opérer au niveau du genou, il faut opérer au niveau de la cheville. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bon courage à tous pour vos patients à traiter. Merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.